Ah, les 30 glorieuses, c'était vraiment la belle vie. Quoi? Tu sais pas ce que sont les 30 glorieuses? Ça t'intéresse au moins. Bon, sinon, t'es un élève de terminale. Bien, donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 6 d'histoire, dans le grand 2, dans le deuxième temps et dernier. Deuxième sous-partie qu'on va voir ensemble, donc le grand B, ce sont les 30 glorieuses. Et donc, pour les 30 glorieuses, vous pouvez noter tout de suite que vous avez trois situations notables durant cette période. Deux points. Alors, premier tiré, eh bien, de but en blanc, hein, on va tout de suite la faire, c'est la prospérité économique. En effet, vous pouvez noter que la France participe pleinement à la croissance mondiale. Entre parenthèses, en exemple, le taux de croissance annuel moyen du PIB atteint plus 5,8% entre 1958 et 1970. Fermez la parenthèse. D'ailleurs, vous pouvez toujours noter que le secteur industriel reste actif et s'intègre à l'économie mondiale libérale sous l'impulsion de grandes entreprises comme Ron Poulenc pour la chimie, Renault pour l'automobile ou les chantiers navals de l'Atlantique qui construisent le gigantesque paquebot France en 1962 et qui marque là aussi le symbole de l'industrie française. Cependant, vous pouvez noter, hein, le secteur tertiaire s'impose comme le moteur principal de la croissance. C'est-à-dire qu'on va développer eh bien, des infrastructures de services, des bureaux, hein, pour développer ce domaine du tertiaire dans lequel va rentrer hein, pleinement la France durant cette période des Trente Glorieuses. Alors, deuxième élément qu'on va voir ensemble, c'est le rôle de l'État, et notamment avec l'inauguration donc, de l'aéroport d'Orly, donc une vidéo faite par l'INA en 2019, et qui montre donc la création de cet aéroport, qui montre l'impact de l'État et son influence dans les grands projets nationaux, hein, les grands projets nationaux de la France à cette époque. Je vous laisse regarder cette vidéo, et ensuite je reviens vers vous. L'aéroport de Paris s'agrandit, Orly change de visage. Mais contrairement à ce que l'on croit généralement, Orly et le Bourget ne sont pas les deux seuls terrains de l'aéroport de Paris. Du fait même de son rôle qui est d'héberger, de protéger et d'assurer les moyens nécessaires à tous ceux qui volent dans la région parisienne, l'aéroport de Paris groupe 13 aérodromes dans un rayon de 50 km autour de la capitale. 8 aérodromes de tourisme et d'aviation légère, 2 aérodromes d'entraînement des équipages et un aérodrome international de tourisme, tout sur le noble Guyancourt. Et bien entendu, les deux terrains commerciaux de Paris, le Bourget au nord et Orly au sud, qui se sont partagés près de 4 millions de passagers en 1960 et en prévoient 12 millions en 1975. C'est pour faire face à cette augmentation spectaculaire qu'a été créé le Grand Orly, qui est inauguré aujourd'hui. Inaugurant à Orly l'aérogare la plus moderne du monde, le président de la République a dit « Si jamais un ouvrage justifia la fierté de ceux qui l'ont édifié, c'est bien celui que voilà, à rencontre du ciel et de la terre. » Accompagné de M. Robert Buron, le général de Gaulle, enthousiasmé par sa visite, devait ajouter « Dans la compétition des peuples, nous voulons avoir notre place et, à l'occasion, l'emporter. » Avec la nouvelle aérogare d'Orly, le voyage aérien sort définitivement du domaine de l'exceptionnel pour entrer dans le quotidien. On sautera désormais de l'autobus dans le long courrier à réaction. Les antipodes deviennent le prolongement naturel de la grande banlieue. Alors que les horloges marquent encore l'heure zéro, un voyageur imaginaire et celle qui l'accompagne nous initie au service fonctionnel de cet aérogare où les formalités seront allégées au maximum et se dérouleront selon le principe de l'écoulement continu. Notre couple gagne la vaste galerie marchande du premier étage. Jusqu'ici, rien ne le sépare. Il peut évoluer en attendant l'heure du départ dans une véritable ville, abondamment pourvue d'installations, de magasins, de restaurants aux cuisines ultramodernes, de lieux de repos, de cinéma, d'hôtels, etc. La frontière aux 17 postes de contrôle va opérer la séparation, mais de manière courtoise, puisque cette frontière de glace restera transparente jusqu'au bout, même dans le petit oratoire, où l'on pourra aller se recueillir sous douane et hors douane. Le voyageur, jusqu'à présent hôte de l'aéroport de Paris, devient sur l'aire d'embarquement l'hôte de la compagnie qui le transporte. Quelques chiffres situent l'importance de cette magnifique réalisation qui a utilisé les matériaux les plus modernes. 75 tonnes d'acier inoxydable,
140 tonnes de profilés d'aluminium, près d'1,5 hectare de glace. Un ensemble, enfin digne du premier aéroport d'Europe continentale. Bien, donc vous avez pu le voir avec l'aéroport d'Orly, et c'est le cas avec d'autres projets. Donc vous pouvez noter qu'en 1960, le nouveau franc, entre guillemets, est mis en place. Vous avez de grands programmes qui soutiennent la modernisation. Alors, entre parenthèses, vous avez le plan calcul en 1966. Vous avez de grandes infrastructures qui vont se multiplier en France durant la période. Entre parenthèses, en exemple, vous notez que vous avez l'aéroport d'Orly Sud en 1961, le tunnel du Mont Blanc en 1965, et là vous le mettez en rouge, la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer en 1968. Fermez la parenthèse. Et donc pour zone industrielle portuaire, vous pouvez noter que c'est un espace assurant à la fois des fonctions industrielles et portuaires. Et vous pouvez noter aussi que, élément qui va être un élément principal de la France durant cette période-là, c'est que vous avez une dizaine de réacteurs nucléaires qui sont mis en chantier pour fournir une électricité moins chère. Alors par contre, troisième élément de cette période-là, qui est là un peu plus sociétal, c'est une société qui va être transformée durant les 30 Glorieuses. Et là, je prends toujours le cas uniquement de la France. Avec notamment un nouveau type de société qui apparaît, et qui va être décrié ou critiqué ou démontré par Georges Perec, donc un écrivain français, toujours donc en 65, une vidéo qui est faite par l'INA, donc, qui a été publiée en 2019, mais qui date de 65. Je vous laisse regarder donc cette explication de cet écrivain sur cette société française qui commence à germer à partir de cette période qu'on appelle les 30 Glorieuses. Bien, donc comme vous avez pu le voir, et ça vous pouvez noter que la croissance du pouvoir d'achat est soutenue durant cette période en France, plus, entre parenthèses, plus 4,4% en moyenne par an, et, fermez la parenthèse, qui permet donc aux Français de consommer plus. D'ailleurs, la France rentre pleinement, et là c'est ce que veut parler donc justement l'écrivain, dans la société de consommation, et d'ailleurs vous pouvez toujours noter que les hypermarchés font leur apparition durant les 30 Glorieuses. Entre parenthèses, en exemple, le premier ouvre en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, et ils sont 75 hypermarchés en 1970. D'ailleurs, vous avez une remise en cause aujourd'hui de ce système de la société de consommation. Vous avez une vidéo d'ailleurs qui a été faite par le National Géo France, donc en 2017, sur cette question-là. Je vous laisse regarder ce petit passage qui revient sur cette question de la consommation, de cette société de consommation qui est apparue dans les 30 Glorieuses et qui est remise en question aujourd'hui. Now here we have an ordinary loaf of homemade bread. Watch closely. Imagine that, a whole loaf of bread disappearing before our very eyes. Oh, madam, that is nothing. You far excel me at making bread disappear. What are you talking about? I can't make anything disappear. A third of all the world's food is currently being wasted. Watch this. There, madam, is the amount of bread that you cause to disappear every week through household waste. Over the last 40 years, food has got cheaper and people have become more affluent. It's a disposable commodity for a lot of people. Once something special for Sunday dinner, chicken is now thrifty every day. Big corporations have invested billions of dollars into working out how to trigger that evolutionary impulse to take and take more. More and more and more. And these boxes join the never-ending parade of food. Food on the move. Every week, we buy 20-30% more food than we're even gonna eat. We chuck the rest in the trash. Go to the grocery stores, and they get stock at the end of the day that is nearing its expiry. A lot of grocery stores, maybe your local one, chucks it in the trash. These products come from farms and ranches despite distance and season. The fruit and vegetables that you buy in the store, it's not normal for them to look so perfect. And if an orange has even a slight skin blemish, a little scar that has no impact on the freshness, the taste, the longevity of that food, it gets rejected. What kind of sense does that make? Food is land. Food is
forests. You have to chop down forests to grow more food. Food is water, food is labor, food is love. In our homes, we can stop food waste, but we can also demand that the businesses that bring us our food every day stop wasting their food and stop causing their farmers to waste food. And they will only do that if we demand it. Voilà, et donc pour enchaîner et vous montrer un petit peu ce côté de la société dont on n'avait pas beaucoup parlé, parce qu'on avait beaucoup parlé de politique, un peu moins de la société, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus trivial, c'est-à-dire que vous allez avoir une vidéo faite par Arte cette fois-ci, qui a été faite en 2019 sur la génération Yéyé, de 1962 à 66. Je vous laisse donc regarder un passage, si vous voulez regarder l'ensemble, vous l'avez sur YouTube gratuitement. Moi je le prends à partir de 19 minutes 40 et ça vous montre donc, enfin du début de la vidéo jusqu'à 19 minutes 40, donc si vous voulez voir la suite, vous pouvez, qui montre un petit peu cette génération et comment elle évolue justement eh bien, durant cette période qu'on appelle les 30 Glorieuses. Le mot yéyé, c'est une onomatopée fraîche, pétillante. Oui, c'est ouais, oh oui. Moi, je pensais tout de suite aux Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Un cri de rassemblement comme un oui hyper positif. Photo du premier 45 tours. Ah oui, mais c'est un ouragan, un tsunami, le yéyé. C'est un raz-de-marée à l'époque. Tout devient yéyé. Yéyé. Voici l'histoire d'une révolution pas comme les autres. Ni violente, ni sanglante, elle va pourtant balayer le monde adulte entre l'année 1962 et 1966. Le mouvement yéyé, c'est d'abord une génération qui fait la révolution sans le savoir. Tout ce qui est jeune comprend quand il le dit, le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. On en a marre d'être considérés comme des petits adultes, d'être habillés comme des petits adultes en attendant de devenir des grands adultes. On veut exister d'une autre manière. La jeunesse des années 60 invente son propre style et crée ses propres codes. Les enfants ne veulent plus se contenter d'écouter leurs parents leur rappeler tous les jours que de leur temps, c'était la guerre. Comme un signe de ralliement, les adolescents inventent aussi leur propre langage révolutionnaire. Ce sont les copains contre les croulants. Eh bien, le mot croulant, c'est une invention des enfants, n'est-ce pas? Les enfants, non pas les petits-enfants, mais les enfants qui ont déjà 10-12 ans. C'est la façon dont ils appellent leurs parents qui en ont maximum 40, n'est-ce pas? Le croulant est un homme de 40-45 ans. C'est une expression à la mode depuis quelques années. Il y a également d'autres mots. Il y a par exemple le PPH, passera pas hiver, ça ce sont les grands-parents. Et puis alors les arrière-grands-parents, c'est son et lumière, c'est les ruines, alors en pleine ruine, n'est-ce pas? La musique que nous entendons, nous, dans les cabarets, c'est de la musique New Orleans et la musique, le bebop, avec Charlie Parker. Et tout d'un coup arrive une déferlante, ce fameux rock'n'roll. On me rend compte que les jeunes embrayent à mort sur cette musique, ils se mettent à danser comme des fous. On avait un endroit où on se réunissait qui s'appelait la boîte à musique, où on pouvait acheter des partitions, on pouvait acheter des disques. Et il y avait une sorte d'ancêtre du jukebox, on écoutait ce qu'on avait sélectionné. Et il y a un copain qui me dit, au numéro 7, il y a un nouveau chanteur, il s'appelle Elvis Presley, et la chanson c'était Heartbreak Hotel. Et en 2 minutes, ma vie a complètement chamboulé.
Et j'ai supplié mes parents de m'acheter mon premier pick-up, qui était d'ailleurs un pick-up portable de la Guilde du disque. Je m'étais installé ça dans ma chambre et puis j'ai commencé à coller des photos d'Elvis. Ce mouvement commence en fait en 1956 avec Elvis Presley et James Dean aux États-Unis, qui tout à coup, à eux deux, symbolisent l'adolescence. Tous les mômes du monde entier se reconnaissent chez ces deux-là. C'est ensuite symbolisé par Johnny Hallyday en France. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles en rang. Oui, laisse. Johnny Hallyday énervait énormément de monde. D'abord parce que il était forcément une insulte à l'establishment de l'époque, puisqu'on est encore donc sous De Gaulle. Il y a des choses qui se font et qui ne se font pas, et tout à coup arrive un type en blouson noir qui chante une musique qui choque. Laisse donc un peu les filles avec ma momie hier au soir. Devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté. Lorsque ma mère s'est ratée. Son premier disque, Laisse les filles, souvenir, c'était 1960. Et d'ailleurs, on le trouvait gonflé de faire cette musique, mais moi, ça me plaisait pas parce que c'était en français. Et que pour moi, le rock'n'roll, ça pouvait être qu'en anglais. C'est Johnny qui a pris les attitudes d'Elvis aussi, qui est arrivé avec la banane, avec du cuir, un mouvement de jambes. Ça, je l'ai beaucoup utilisé aussi sur scène. J'aime beaucoup m'amuser avec ça. On fait comme ça, oui, laisse-toi aimer des filles. Entre 1961 et 1962, des centaines de groupes de rock surgissent de partout. On vend plus de guitares électriques que de voitures. Le temple de ce nouvel Eldorado musical est un ancien golf miniature, le Golf Drouot, où toute la jeunesse parisienne vient écouter ces nouveaux prêcheurs de la Révolution. Johnny Hallyday, bien sûr, notre king français, mais aussi les Playboys et Vince Taylor, les Pirates et Danny Logan, ou encore les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell et les Chats Sauvages avec Dick Rivers. Pour la première fois, on avait des chanteurs qui avaient l'âge de leur public. Ça n'était jamais arrivé avant. Mon premier disque, avec les Chats, est sorti le 24 avril 1961, le jour de mes 15 ans. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas un fou, moi ça m'étonne. On voulait être libre, c'est-à-dire libre, écouter la musique qu'on aimait, à la force qu'on aimait. On voulait devenir américain, c'est simple. C'était le pays, l'Amérique, c'était l'avenir, c'était demain, c'était les choses qu'on n'avait pas. Moi, j'allais chez Lido Music, acheter des 30 cm de Frank Sinatra, avec l'ongle, je coupais, et je foutais mon nez dedans pour respirer l'air de là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, j'étais atteint. C'était le rêve absolu. Les gens qui parlent d'impérialisme culturel américain, que les Américains arrivent avec leur musique, nous imposent leur musique, ça c'est un mensonge historique. Que les jeunes qui m'écoutent sachent que ça n'a jamais été la volonté des Américains d'envahir le monde avec leur musique. C'est nous qui l'avons voulu. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Michel? Ce sont ces trucs-là qui détraquent le temps. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Dans les mêmes années, on assiste à la mise sur le marché du tourne-disque transportable qui révolutionne la façon d'écouter la musique. C'est le légendaire Tepaz. Le Tepaz, c'est le premier petit pick-up léger, transportable, que les jeunes peuvent se faire offrir pour Noël et qui coûte pas très cher. Et donc, à partir du Tepaz, les jeunes vont pouvoir mettre la musique dans leur chambre et écouter leur musique à eux. C'est l'époque où le 45 tours se démocratise et donc on débute à peine cette industrie du disque qui va être coupable, entre guillemets, du phénomène yéyé.
À côté du TEPAZ, l'autre révolution technologique, c'est l'arrivée sur le marché du transistor à pile et transportable. 1, 2, 3, viens, 1, 2, 3, viens. J'ai eu mon premier transistor rouge et j'étais collée dessus dans mon lit tout le temps. Je pouvais bouger dans la maison avec et c'était vraiment le précurseur de iPod parce que un transistor faisait en sorte que vous pouvez bouger, écouter ta musique sur la plage, dans le jardin, dans le lit le soir. Et ça, c'était une révolution énorme qui va donc permettre de créer une nouvelle façon de concevoir la chanson et une nouvelle clientèle. Moi qui viens de La Ciotat, je me rappelle dans cette petite ville de La Ciotat où il y avait des chantiers navals, on avait 12 campings. Tous les Parisiens déferlaient avec leurs transistors sur la plage. Et moi j'ai découvert la musique yéyé grâce à ces Parisiens. Parce que d'abord ça nous faisait rêver, nous les campagnards. Les jeunes ont enfin trouvé le vecteur de leur révolution. Reviens-moi, je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Car si s'achève la romance. Le rock'n'roll avait effrayé les adultes et tout à coup explose une génération de chanteurs qui inventent une musique aux sonorités rock, faite de mélodies très rythmiques, facilement mémorisables, appuyées sur des refrains populaires, quitte à user à l'infini de l'onomatopée. Avec les yéyés, on va s'occuper du son. On va chanter Dadou en rond, on veut que ça soit rythmique. There she was, just walking down the street. Ça, c'est vous, les copains jeunes. Et ça, c'est rythmique, ça sonne. La musique yéyé est née, avec ses idoles qui s'incarnent en porte-parole de toute une génération. 5 millions de ceux qui ont entre 13 et 19 ans ont ainsi adopté des vedettes bien à eux, apôtres de leur musique, le rock et le twist. Bon, les mômes, vous savez comment ils sont. Quand ils aiment tout de suite complètement, puis ils oublient aussi vite d'ailleurs. Bon. Donc, quand un chanteur avait une chanson qui avait du succès, boum, il se retrouvait en haut tout de suite. Vous avez un style de chanson préféré? Oh oui. Quel genre? Le yéyé, bien sûr. J'aime bien Johnny Hallyday. C'est les chansons de Johnny ou Johnny que vous aimez? Oh, j'aime bien Johnny parce qu'il se prend pas trop au sérieux. Il aurait du mal, mais enfin. Vous suivez la mode? Oui, oui. Vous aimez les yéyés parce que les autres copains aiment le yéyé? Oui, oui. Et dans le yéyé, que préférez-vous? Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Attention au départ, il faut se dépêcher, ouais. Venez danser tous le il est déjà trop tard, le train va démarrer, ouais. Venez danser tous le messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser tous le locomotion, oh oui. Après Johnny en 59, c'est Sylvie Vartan qui s'affirme comme la première idole yéyé en 61, jouant les locomotives du mouvement. 17 ans, mouboudeuse, l'allure d'un garçon manqué, elle est encore au lycée quand elle fait son premier Olympia, du jamais vu. Quand elle passe dans le couloir, on se pousse du coude et puis on dit tiens, c'est Sylvie. C'est un peu l'héroïne du lycée. En quelque sorte, oui. On vient quelquefois vous chercher au lycée, les journalistes, les photographes. Ah oui, alors ça me gêne beaucoup parce qu'il y a des attroupements, tout le monde me regarde, alors c'est embêtant et c'est devant le lycée, alors... Vous ne voulez absolument pas être considérée comme une bête curieuse. Non, parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce que je suive mes cours en même temps. Le parcours de Sylvie Vartan est extraordinaire parce que c'est quand même quelqu'un dont les parents ont mis 15 ans à sortir de l'administration bulgare, 15 ans pour essayer de sortir de ce pays. Et ces gens, d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire parce que ces gens magnifiques, ces parents qui avaient rêvé toute leur vie de la France, de Paris, des monuments, de la culture, du calme, arrivent et boum, leur fille devient la reine du twist. Tout à coup, ils se trouvent entourés de foules en délire et de photographes. Bon. Avec sa chanson « Tous mes copains », elle lance en 62 l'hymne de la génération yéyé. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Le mot copain est très pratique finalement. Il est très pratique pour cette génération qui n'ose pas encore dire mon petit copain. Quelque part, elle chante une certaine libération de la jeune fille qui a des copains.
Est-ce que c'est des petits copains ou des copains tout simples? Tous mes copains reprendront le chemin. Aujourd'hui, on n'imagine pas, mais Sylvie Vartan invente la Lolita, la fille qui plaît aux ados, qui a l'âge des ados, mais qui plaît au papa, qui dit tiens, elle est mignonne, hein, et puis au grand-papa aussi. Donc c'est vrai que c'est la vraie Lolita. À peine un an plus tard, voici que débarque une tornade à couette d'à peine 16 ans. Son nom, Sheila, qui au contraire d'une Sylvie inconsciemment sulfureuse, va incarner la petite fille sage de français moyen. Quand une fille dans la rue rencontre un de ses copains, elle ne doit pas en principe siffler car ce n'est pas bien, mais on peut faire exception pour ce tout petit refrain, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Quand Sheila chante le sifflet des copains en grande sœur idéale, il y a des petites filles qui se disent moi aussi j'ai envie d'avoir un copain, mais un copain bras dessous peut-être. Mais comme les parents peuvent râler, on dit mais non maman, c'est les copains, c'est tout, il n'y a pas de bisous. Ça veut dire bonjour, alors comment ça va? Je suis bien contente de te rencontrer là. Si tu t'ennuies, viens faire un tour avec moi. C'est ça le sifflet des copains. Sheila, même si c'est pas ma préférée, c'est vraiment pour moi Yéyé, c'est un peu l'insouciance, la jeunesse heureuse, peut-être sans arrière-pensée à part juste me faire plaisir, être gai. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné. En 63, quand Sheila arrive, c'est Sheila qui passe devant toutes les autres en termes de vente et d'importance quantitative. Les filles mettent les couettes à Sheila parce que ça devient à la mode grâce à elle. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait des nattes ou des couettes plutôt raides. Sheila crée la couette crêpée, la couette gonflée. Avant toi, je ne vivais pas. J'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, je sais enfin sourire. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné tout au fond de mon... Sheila était marchande de bonbons, elle venait pas d'un milieu friqué. Les idoles yéyé prouvent à la France entière qu'on peut s'en sortir, qu'on peut venir du plus bas et aller au plus haut. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Les idoles vont chacun porter une partie de la jeunesse et être chef de file, locomotive d'une partie de la jeunesse. Les jeunes, peut-être un petit peu plus timides, vont préférer Claude François, bondissant, petit garçon qui donne l'image. D'abord, il n'est pas très beau et ça les arrange. Il est habillé avec un petit pantalon de tergal, un petit pull, une petite chemise à carreaux, comme tous les garçons de son âge. Tout de suite après le twist en Amérique, ça a été très connu. Ici, un petit peu moins. C'est le shout. Alors là, je peux peut-être vous le montrer. Le shout, c'est à peu près ça. So you make me wanna... La France qui bouge s'appelle Claude François. Mashed potatoes. Celui que l'on surnomme le Petit Prince d'Alexandrie est le rythmicien des yéyés. Il danse, virevolte, ne tient jamais en place et devient le premier showman français. D'autres, plus jeunes encore, non plus étudiants, mais le plus souvent écoliers ou lycéens en congé du jeudi, connaissaient aussi l'après-midi de leur vie au Palais des Sports pour une gigantesque yéyé party. Est-ce à dire que tous les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils ne travaillent pas, en sont réduits aux joies du twist et du surf? Toutes les années 60, c'est la montée en puissance de cette génération des baby-boomers, des ados. D'abord, il y a le fait que la musique, elle nous appartient. Donc là, les adultes dehors, en tout cas sur le côté. Et ensuite, il y a la danse, avec la révolution du twist. Moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter.
Le twist, c'est la première danse qui est assez simple à faire, hein. Un petit coup de hanche et ça roule, et qui n'a rien à voir avec les danses sophistiquées et difficiles des adultes. Le tango, même le rock, c'est difficile à danser. Il y a des pas et il faut faire comme ça, ensuite il faut tourner, alors que le twist, c'était facile. Donc là, on se libère. Et le twist va faire des ravages jusque dans les corps compassés des adultes, contraints de se libérer pour suivre une mode imposée par leurs enfants. Et c'est aussi une première. Ainsi naît, comme chez Georges et Rosie, toute une génération de twisters. N'échappe pas qui veut aux épidémies. Si nous voulons rester dans le vent, il nous faudra aussi savoir twister. L'époque yéyé, c'est plus la libération du corps qui va accepter de danser que la libération sexuelle qui viendra avec Paul Naref, je veux faire l'amour avec toi, mais ça sera en 66. Voilà, donc vous avez pu voir un peu comment ça fonctionnait hein, pour cette génération, cette société, d'ailleurs qui vit bien mieux hein, durant cette période-là. Vous pouvez noter hein, d'ailleurs que le niveau moyen de vie global progresse hein, durant cette période-là. Entre parenthèses, hein, vous avez 24% des ouvriers qui ont une voiture à la fin des années 50, et ils sont 75% au début des années 70. D'ailleurs, fermez la parenthèse, vous pouvez noter hein, que les loisirs et le tourisme de masse poursuivent leur progression, accompagnés justement par l'État. Entre parenthèses, en exemple, vous avez l'État qui lance le plan Racine en 63 hein, pour aménager le territoire languedocien, et notamment le territoire qu'on appelle le Cap d'Agde, hein, avec une grande zone touristique qui va totalement transformer le littoral pour essayer d'amener massivement en fait, le tourisme en France. Et donc nous verrons la dernière séance en présentiel, en distanciel, jeudi, avec la dernière vidéo, je l'espère, concernant donc ce chapitre 6 qu'on conclura donc jeudi. À bientôt.